Bonjour Colline, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, merci beaucoup. Toi aussi? Bah oui, tout va bien. Alors, bienvenue dans cette interview pour que tu nous parles de ton projet et de ta marque, la Fabrique des Koalas. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter et me parler un petit peu plus de ta marque de manière plus approfondie. Oui, alors moi je m'appelle Colline Faultier, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants et avant de créer mon entreprise de vêtements pour enfants, donc la Fabrique des Koalas, j'étais juriste chez un promoteur immobilier à Toulouse. Donc, un métier qui n'avait rien à voir puisque je gérais le contentieux et les assurances d'un groupe de promotion immobilière. Là, en 2020, j'étais enceinte de ma deuxième et puis j'ai changé ça a mûri d'abord dans ma tête un peu l'idée de changer de vie carrément parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que je vivais avant. En 2023, fin 2023, là, j'ai décidé de complètement lâcher le juridique et de me consacrer à 100% à mon entreprise. Et donc, l'idée, elle a commencé à germer dans ta tête au moment du Covid. Pendant le Covid, ouais. Alors en fait, moi, je travaillais à Toulouse, mais j'habite à Cahors. Donc, je faisais 1 heure et demie par trajet, en fait, 3 heures de route par jour pour aller travailler. Donc, en fait, je n'avais pas trop le temps de réfléchir, quoi. J'étais pas mal occupée dans mes journées. J'avais déjà un enfant. Et en fait, le Covid, ça a mis un frein. Et puis, j'ai remis plein de choses en question. Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que ce métier, il a toujours du sens? Est-ce que c'est pas le moment, peut-être, il se passe des choses? Enfin, il y avait tout le monde s'est un peu remis en question, tout, même dans les façons de consommer, on s'est mis à consommer local un peu plus et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment justement de toi aller là-dedans? Moi, j'étais déjà beaucoup là-dedans, beaucoup dans tout ce qui était consommation raisonnée, le local, le bio, tout ça. Et voilà, je me suis dit, mais est-ce que tu ferais pas quelque chose qui te parle? Alors, mon métier me parlait et tout ça. Enfin, je l'aimais beaucoup, mon métier, mais est-ce que j'avais envie de faire ça toute ma vie et est-ce que c'était pas le moment de tenter autre chose? Voilà. Oui, c'est un moment où il y a eu beaucoup de recherche de sens pour beaucoup de personnes dans leur cadre professionnel. Ok. Ouais. Bon, du coup, je vais passer à la question suivante. Est-ce que tu peux nous parler du concept de ton entreprise de manière un petit peu plus approfondie, donc la Fabrique des Koalas? Oui, alors la Fabrique des Koalas, c'est une marque de vêtements pour enfants, donc pour les enfants de 2 à 8 ans, dont l'objet, en fait, c'est de remettre l'humain au cœur de l'industrie de la mode, on va dire. Donc, moi, ça passe par deux humains, on va dire. Le premier, c'est les enfants qui vont porter les vêtements. Donc là, pour ça, j'ai choisi de ne travailler qu'avec des fibres nobles, des fibres naturelles, essentiellement coton, mais il peut y avoir du bambou, etc. De temps en temps, des fibres recyclées aussi, parce que bon, il y a toute la question environnementale qui m'intéresse également. Je choisis également de travailler le style, de faire un style élégant, un style voilà, que les enfants soient beaux, soient élégants, soient bien habillés, parce que il y a des enfants, il y en a beaucoup qui aiment être bien habillés. Donc voilà, je travaille le style et la qualité parce que les enfants, ça bouge, les enfants, ça vit et voilà, avec des vêtements robustes, de qualité, l'enfant, il peut s'éveiller sans se poser la question de est-ce que mon jean, il va s'abîmer, est-ce que je peux le salir, est-ce que le lavage, enfin, c'est plus des considérations de parents, mais est-ce que ça va passer au lavage, etc. Donc voilà, on travaille sur l'enfant, le fait de faire des vêtements qui lui plaisent, des vêtements qui soient bons pour sa santé parce qu'en fibre naturelle et des vêtements de qualité. Et puis, il y a aussi l'humain, l'autre humain très, très important dans la production des vêtements, c'est le couturier. Et donc, nous, on a choisi de produire en France et avec un atelier d'insertion par l'emploi qui se situe à Cahors. Donc, en fait, cet atelier, il forme et il accompagne des personnes dans leur retour vers l'emploi.
Voilà, donc en fait, la production a un sens grâce à cet atelier et c'était très important que ça ait du sens, justement. Oui, donc tu es vraiment dans une démarche RSE, ESS à 100% du début jusqu'à la fin de la production, quoi. Voilà, moi, toutes les décisions qui vont être prises, en fait, je vais les penser en termes de conséquences Ouais. humaines et environnementales. Mais bon, enfin, c'est lié parce que bah, la Terre, on vit dedans. Donc, soit on a envie de respirer des produits toxiques toute la journée, soit on a envie de bien vivre. Et donc, voilà, tout est réfléchi de la production jusqu'à l'expédition, etc. J'essaie vraiment de penser à tout, quoi. Oui, donc pour le coup, au niveau des motivations personnelles qui t'ont poussé à te lancer, on a vraiment un côté de recherche de sens et aussi à côté de recherche de sens, donc toi dans ta carrière, et à côté d'éco-responsabilité parce que on le sait tous, aujourd'hui on est en crise climatique et c'est vrai qu'on le voit bien que c'est des tendances dans l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat impact et donc toi, c'est ta motivation aujourd'hui au quotidien. Ah oui, exactement. Enfin, moi, je ne me voyais pas faire un projet qui aille pas dans ce sens-là. Parce que moi, au quotidien, je le vis, ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je ne fais pas juste pour l'entreprise, voilà, pour faire plaisir ce qui est tendance, on va dire. Non, vraiment, je le vis. Et moi, personnellement, ça me tue quand je vois on met aux enfants des vêtements qui sont enfin, voilà, cracra, on va dire, qui sont pleins de produits toxiques, qui vont durer 4 lavages et puis après, ça ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus. Enfin, à l'époque, déjà moins, déjà moi quand j'étais petite, mais ma grand-mère, par exemple, j'en parlais là ce week-end, j'ai rencontré une dame sur un marché qui me disait, mais nous, on avait 3 robes, il y avait la robe du dimanche, il y avait la robe pour tel truc, et puis il y avait la blouse pour traîner partout. Maintenant, il y a plus ça, on a des vêtements en pagaille, on y accorde très peu d'intérêt. Enfin, moi, la première, quand j'étais jeune, maintenant je le fais beaucoup moins, mais on achète un vêtement, on est dans l'euphorie de faire du shopping, on le trouve trop bien et tout, on se dit ouais, ça sort un peu de mon style, mais ça va, je vais l'assumer et tout. Et puis on ne le met jamais, il est dans le placard, on le sort jamais parce que de toute façon on en a plein d'autres, etc. Voilà, moi je voudrais qu'on revienne un peu, j'aimerais guider vers ça, voilà, on achète peu, mais on achète bien. Et puis, cette robe-là, on s'en souvient. Moi, il y a des vêtements que j'avais, c'était ma grand-mère qui tricotait, que je me souviens encore des années après, ce pull, je m'en souviens très, très bien. Je le vois sur les photos et je sais qu'il avait une histoire. Je l'aimais, ce pull, et je l'aimais vraiment. Voilà. Maintenant, bon, il y a tellement de vêtements que les enfants, bon, c'est du consommable et voilà, j'aimerais revenir vers ça, le vêtement. Voilà, le vêtement. Et au vêtement sa fonction première, tout en bien évidemment lui donnant aussi du style, Oui. mais récupérer l'essence même du vêtement, quoi. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que tu as rencontré des freins quand tu t'es lancé sur ton secteur? Et si oui, comment est-ce que tu as pu les dépasser? Le frein principal, je dirais que c'est, je ne connaissais pas cet univers. Je sortais du juridique, de la construction, donc pas du tout du textile ou quoi que ce soit. Ça a été un des premiers freins. L'autre frein, il est lié un peu, mais c'est le réseau. J'avais pas de réseau dans ce domaine-là. Donc, ça a été pour moi les principaux freins, le réseau, puis la formation, les compétences. Et comment je les ai surmontés? En m'entourant, en fait, en intégrant des clubs de réseautage, justement, et puis petit à petit, voilà. Et puis, pour tout ce qui est technique, on va dire, je me suis entourée de l'atelier. Clairement, les compétences techniques, c'est eux qui les ont. Moi, j'ai des compétences autres que je développe et chaque jour, j'apprends. Mais voilà, pour le technique, je me suis entourée des gens qui savaient et dès que j'ai pu, moi, je me suis formée. Soit en discutant avec des gens qui, gracieusement, donnent des conseils,
Voilà, il y a plein de podcasts aussi qui sont hyper intéressants à écouter. Et puis les formations, toujours, enfin, quand on sent qu'il y a une faiblesse quelque part, clairement, des formations, il y en a pour tous les sujets. Il faut trouver la bonne et puis il faut y aller, il faut se former. Et puis il faut se mettre à jour aussi parce que je pense que ce que j'apprends là aujourd'hui, dans 10 ans, surtout le marketing digital et tout ça, je pense que ce sera complètement obsolète, mais voilà, c'est se former, écouter, discuter. Les gens, ils sont pleins de bons conseils. Et des fois, il y a des gens où on se dit, non, mais pourquoi je vais discuter avec lui? Je pense qu'il m'apprendra rien. Mais si, en fait, il y a plein de gens, on ne les soupçonne pas, mais c'est des ressources énormes. Et voilà, donc moi, au début, j'avais un peu cette tendance à je me sentais pas très légitime pour le coup, enfin, le syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'avais honte de parler de mon projet. Je me disais, ouais, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la juriste, elle est pas, pas travailler là dans ce que tu sais faire. Déjà, j'avais peur d'insulter certaines personnes dans la profession qui se disent, non mais ça veut dire quoi, notre métier, n'importe qui peut le faire, voilà. Et puis voilà, je me sentais pas à l'aise avec le fait de dire clairement, bah, je suis créatrice, je fais des vêtements pour enfants, je suis chef d'entreprise, etc. Et ça, ben, en fait, un jour, je me suis dit, non, mais tu vas pas y arriver toute seule. Donc, à un moment donné, il va falloir parler. Et pour parler, il va falloir assumer. Et donc, ben voilà, de fil en aiguille. Et maintenant, ben, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a encore des fois où je suis très mal à l'aise et tout, mais petit à petit, voilà, c'est surmonter un peu les freins qu'on se met tout seul, en fait, clairement, parce que ben, il n'y a jamais personne qui, comme je me le suis imaginé, est venu me dire non, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. Non, non, au contraire, les gens, ils sont bienveillants, ils sont vachement encourageants. Et puis ceux qui le sont pas, bon, ben voilà, il y en a peut-être, moi, j'en ai pas rencontré encore, mais il y en a sûrement, ben, pas grave, hein, enfin, je veux dire, des vents, on s'en prend, on en prendra, et puis, ça fait partie du jeu, mais allez, sur 80, enfin, sur 100 personnes, il y en a 99 qui seront bienveillantes, et puis il y en a une un jour qui fera une réflexion. Bon, on mettra 2 jours à la surmonter, et puis voilà, mais c'est pas grave, faut y aller, faut oser, et puis. Oui, et puis c'est vrai que souvent en entrepreneuriat, même si c'est des gens qui ne sont pas sur le même secteur que toi, qui discutent avec toi, ils peuvent t'apporter énormément parce qu'en fait, un secteur d'activité, mine de rien. Donc oui, toi, tu vas avoir des choses spécifiques comme l'atelier, comme même, enfin, l'éco-responsabilité, c'est pas forcément spécifique à ton secteur. En revanche, ça reste spécifique puisque tous les secteurs ne choisissent pas de s'ancrer là-dedans aujourd'hui. Mais dans tous les cas, tu peux avoir des bons apprentissages à récupérer de d'autres entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec toi, ce que tu fais aujourd'hui. Rien que la résilience, enfin, Oui. des choses humaines que tu peux récupérer. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un réseau, de discuter, de se former aussi pour pouvoir confronter ton projet à d'autres points de vue parce que tous les points de vue sont intéressants. Ah oui, clairement. Et puis, voire presque des fois, c'est vachement intéressant d'avoir des avis de personnes qui sont pas du tout dans le secteur, de comment ils nous perçoivent, de comment ils perçoivent la marque. Et puis voilà, enfin, je veux dire, en fait, on est tous consommateurs. On est Ouais. peut-être chef d'entreprise, mais on est aussi tous consommateurs. Et donc, même un retour de quelqu'un qui n'est pas forcément notre client, qui n'est pas dans le même domaine que nous, enfin, quelqu'un où on se dirait, mais nous, on n'a rien à voir. Ben si, en fait, on peut tous tirer profit de chaque conversation qu'on aura avec quelqu'un, quoi. On a tous quelque chose à apporter aux autres. Tout à fait. Voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ton activité d'entrepreneur? Euh, il y a plein de choses qui sont gratifiantes. Alors, vraiment dans le cadre de l'entreprise de la fabrique des koalas, moi, clairement, quand les enfants ils viennent et qui me disent, enfin, ou que les enfants ou les parents ils me disent, elle est trop belle ta robe, ou je l'adore la veste, que les parents me disent, oui, ils veulent plus la quitter, tout ça, pour moi, c'est vraiment le cadeau ultime parce que, bon, clairement, c'est pour eux que je les fais les vêtements. Moi, à titre personnel, je ne force pas mes enfants à porter les vêtements qu'ils veulent pas. Par exemple, j'ai une fille qui déteste les robes, elle veut pas porter mes robes. Bon, ben voilà, c'est pas grave, c'est son choix. Mais quand il y a une petite fille qui vient et qui me dit, waouh, elle est trop belle cette robe, voilà, moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir dans mon travail avec la fabrique des koalas. Après, à titre personnel, ce qui est ultra gratifiant, c'est de
En fait, chaque jour, on se dit, bon, alors voilà un nouveau sujet, j'ai pas envie de le faire. D'abord, la première idée, c'est je connais pas, j'ai pas envie, j'ai peur, je vais pas y arriver. Et puis on se dit, bon, alors je vais commencer par un petit bout, j'attaque petit à petit, et puis à la fin, on arrive à finir ce qu'on voulait faire. Enfin, voilà, des trucs. Moi, déposer des comptes, j'avais jamais fait. Faire une publicité Facebook, ça paraît énorme. Et puis, petit à petit, en fait, on apprend des trucs. Et chaque jour, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau truc qu'on arrive à dépasser et qu'on apprend surtout parce que en fait, chaque jour, moi, j'apprends un truc. Donc voilà, aujourd'hui, je fais cette interview. Enfin, clairement, il y a 3 ans, j'aurais jamais fait ça. Je serais mortifiée, je n'aurais pas pu le faire. Et puis en fait, non, ben, chaque jour, on fait un nouveau truc et chaque jour, c'est de plus en plus facile. Et puis en fait, tout ce qu'on apprend, c'est tellement énorme et ça, c'est hyper gratifiant. Et puis aussi d'inspirer d'autres personnes. Franchement, moi, quand on me dit, ah, mais ouais, t'as osé, c'est trop bien, moi, j'aimerais trop le faire, mais j'ose pas, ou mais comment tu. Ah, mais t'as 3 enfants et t'oses faire ça. Bon, ma dernière, elle a 10 mois, donc c'était pour certains, ils disent, oh non, moi, j'attends que mes enfants ils soient plus grands et tout, et en fait, de pouvoir inspirer d'autres personnes, franchement, c'est trop, c'est trop gratifiant. Bon, c'est très personnel, mais C'est beaucoup ça aussi, l'entrepreneuriat, la réussite professionnelle. Enfin, c'est important de s'épanouir dans son travail et notamment via le regard des autres. Oui, oui, Pas ben, que, parce que sinon ce serait un piège, mais en partie quand même, c'est toujours sympa quand on vend des produits, c'est toujours super top quand en face de toi, tu as un client qui a des étoiles dans les yeux et que tu sens que tu as vendu la robe que la petite fille attendait. oui, voilà. Ben, c'est clairement pour ça que je le fais. Après, enfin, voilà, c'est. Ouais, je sais pas. Si ça a fait une émotion chez les gens, ben, c'est gagné, quoi. Voilà. Ouais. Et donc toi, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer demain dans l'entrepreneuriat, même si tu as déjà partiellement répondu, est-ce que tu en aurais un J'en spécifique? aurais deux. J'en aurais deux. Bon, le premier, c'est d'oser. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de pas avoir honte. En fait, de ne pas se mettre des barrières. Des barrières, il y en a déjà des tonnes. Après, je parle comme un livre, hein, mais je suis la première à m'en mettre des barrières. Mais il y en a déjà trop des barrières. Il faut démonter le plus de barrières et le faire. Et puis après, ben, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et puis il y a aussi une amie un jour qui m'a dit ça et elle avait vraiment raison, c'est que en France, bon, je connais pas beaucoup dans les autres pays, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. En France, on calcule beaucoup la réussite d'un projet ou de quelque chose à l'argent, au financier, à ce qu'il va rapporter financièrement. Mais en fait, moi, je pense que, et enfin, vraiment, j'y crois, c'est que si on calcule la réussite à ce qu'on a appris, à ce qu'on a tiré d'une expérience, en fait, tous les projets, ils sont des réussites parce que ben, moi, j'ai appris ce que c'était que le marketing digital. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, ben ça, je l'ai appris, on ne me l'enlèvera pas. J'ai appris à lire un bilan comptable. Ben, ça, on ne me l'enlèvera pas. Je veux dire, c'est gagné, c'est de la formation personnelle. Et voilà, donc tous les projets peuvent être des réussites si on le prend dans ce sens-là. On n'a rien à perdre, on apprendra forcément quelque chose. Donc, oser. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est de s'entourer. De s'entourer. Alors, s'entourer par le réseau, par bon, la famille et tout ça, déjà, pour les conseils et tout ça, c'est très important, mais s'entourer de professionnels, voilà, de gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous épauler, qui peuvent nous donner des conseils. Et puis, dans s'entourer aussi, je dirais, ben, des formateurs, quoi, en fait, de s'entourer de personnes qui peuvent nous former, nous donner des conseils pertinents, nous expliquer des choses. Donc, voilà, on peut s'entourer physiquement avec des personnes physiques, avec donc des professionnels ou des particuliers, des choses comme ça. Mais on peut aussi s'entourer à travers ben, des podcasts, des livres, des lectures, voilà.
Donc, il faut, pour moi, au début, moi, j'étais partie seule dans ce projet, vraiment seule, quoi, en Mmh. sous-marin, parce que, encore une fois, j'avais honte d'en parler, voilà, d'assumer, en fait, j'avais honte d'assumer surtout. Et très vite, je me suis rendu compte que non, ça, toute seule, c'était pas possible. Fallait que j'ai un réseau. Alors, il y a un réseau pro, il y a un réseau perso. Voilà, il y a des moments où ben, c'est plus dur d'avoir une amie à qui en parler, même si elle comprend pas ce qu'on fait, même si, voilà, pas forcément des conseils professionnels, mais des fois des conseils juste, non, mais vas-y, ça va passer, viens, on va boire un verre. Enfin, voilà, de s'entourer, voilà, s'entourer, se former et oser. Et donc rester assez, ouvert sur le monde et curieux à tout ce qui peut venir à ça veut rien dire. Oui, Rester ouvert à tout ce qui peut venir à toi et rester assez curieuse et t'intéresser à un petit peu, tous les aspects. C'est ça aussi, je pense le secret de la réussite parce que, bah, tu me parles de pouvoir lire, les bilans comptables. Bah, je forcément, tu vas pas faire toi toute ta comptabilité toute seule. Enfin après, je sais pas, mais non, 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 clairement pas, non. c'est très rare que ça arrive, mais c'est quand même ultra important que tu puisses comprendre tes bilans comptables pour pouvoir échanger, toi, demain, avec ton comptable. Parce que c'est Oui, vrai que c'est un piège dans lequel plein d'entrepreneurs vont tomber, c'est simplement déléguer, on comprend pas, c'est pas grave, mais sauf que bah, derrière, si les chiffres suivent pas, les chiffres suivent pas, quoi. Donc c'est important que toi, tu puisses avoir un regard et un recul là-dessus. oui, bah oui, 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 non, mais puis, enfin, il faut, il faut, il faut comprendre, même si on ne sait pas faire, faut comprendre un minimum enfin, on chapeaute tout quand on crée une entreprise, on chapeaute tout. Donc, il faut comprendre au moins les grands axes. Après, les sociétés où il y a 20 000 salariés, effectivement, le dernier chiffre en bas de la colonne, le dirigeant, il ne sait pas ce que c'est, et puis c'est pas grave. Mais dans l'idée, voilà, il sait à peu près où ça va. Et ben, ça passe par apprendre de tout, quoi. Enfin, le dirigeant, il doit savoir plein de trucs. C'est ça qui est assez marrant, c'est que on apprend sur tous les sujets, quoi. Et c'est voilà, gérer une production, gérer de la comptabilité, gérer du juridique, gérer des employés. Moi, j'en ai pas, mais un jour peut-être. Enfin voilà, on est le couteau suisse et c'est vachement intéressant, c'est vachement gratifiant. Ça demande du travail, par contre, ça c'est clair. Des fois, on se dit, si je pouvais déléguer, franchement, ça prendrait. Il y a des personnes, ça leur prendrait 5 minutes et nous, ça nous prend une demi-journée rien que pour se former, justement, avant de mettre en œuvre ce qu'on aura appris. Mais voilà, c'est ça qui est bien quand on commence euh, quand on crée une entreprise, c'est qu'on est obligé au début, on n'a pas les moyens, enfin, au moins d'avoir vraiment un budget indéfini, mais quand on crée une entreprise avec au début peu de moyens, ben, on est comme tout le monde, on essaie de réduire les coûts et ça passe par faire soi-même et donc on apprend des tas de choses intéressantes, quoi. Oui, ce qui est souvent bah, le secret de la réussite. Voilà. Donc, toi, tu as suivi le 5 Day Challenge chez Créactif. Oui. Et donc, bah, qu'est-ce que ce challenge qui a duré donc 5 jours, si je ne m'abuse, a pu t'apporter? Alors, moi, ce que j'en retire essentiellement, c'est, en fait, ça m'a obligée à retravailler mes bases, parce que j'étais un peu partie, comme je disais, bille en tête, seule en sous-marin. J'étais encore salariée de mon entreprise, donc je le faisais vraiment, sur mon temps libre. Bon, ça avançait du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite, mais voilà, sur mon temps libre, j'essayais de donc j'ai raté plein d'étapes. J'avais pas bien consolidé les bases et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, il manque quelque chose. Donc, c'est là que le challenge, moi, il m'a vraiment aidé. Par exemple, un exercice que j'avais jamais fait vraiment poussé, bien poussé, c'est l'exercice du persona. Et en fait, pendant la formation, la formatrice, elle nous avait donné une image de genre de carte d'identité de son persona, mais très très poussée. Il y avait même une photo pour qu'on visualise et que vraiment ça nous permette d'être, enfin, de s'imaginer face à la personne. Et en fait, d'avoir fait ce travail, ben, par exemple, sur les communications que je vais faire sur Facebook ou les choses comme ça, ou même quand je parle à des gens et tout, ben, ça m'aide vachement à aller vers ce que je pense être le plus important pour ce persona-là. Avant, ben, je
communiquer un peu toujours tous azimuts. Je savais pas vraiment à qui je devais parler. Puis comment dire, le défaut qu'on a un peu tous, c'est qu'on veut un peu plaire à tout le monde. On se Oui. dit oui, mais alors par exemple, je vais m'adresser, moi je m'adresse essentiellement aux mamans. Ben oui, je me parle aux mamans, mais oui, mais si je parle pas au papa aussi, et puis en plus, j'ai un peu envie de changer le monde, moi, j'ai envie que les papas aussi s'intéressent aux habits des enfants. Bon, ben la réalité, elle n'est pas là. Donc, soit tu fais le choix de parler plutôt aux mamans, d'axer sur les mamans. Et puis, de toute façon, les papas qui sont concernés, ils se sentiront concernés. Ils ne vont pas se braquer parce que ma communication est peut-être un peu plus tournée vers les mamans. Si ça les intéresse, ils viendront à moi. Et au départ, moi, j'étais un peu non, mais moi, je veux parler à tout le monde. Non, non, tu fais ton persona et puis tu t'adresses à cette personne et les gens qui se sentent concernés, ils se sentiront concernés. Et puis, même si, voilà, moi, je ne suis pas concernée par, je sais pas quoi, des trucs de rasage, de trucs d'hommes. Bah, oui, mais en fait, si un jour j'ai envie de m'intéresser, je m'y intéresserai, même s'ils parlent clairement aux hommes, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, travailler vraiment sur ces bases-là, sur le mailing, les trucs comme ça, mais c'était vraiment. En tout cas, moi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin au moment où j'ai fait ce challenge-là. Et, et même maintenant, je l'ai fait il y a un moment, même maintenant, mais je repense toujours à ça. J'ai ma petite fiche avec mon persona, ma petite photo, et ça m'arrive de l'ouvrir et de dire, voilà, tu parles à cette personne-là maintenant, et tu te concentres sur ça et tu arrêtes de vouloir parler à la terre entière. Voilà. Ça te permet de préciser ta communication sur les réseaux, en emailing également. Ça te permet d'adopter un ton que tu n'avais pas forcément avant. C'est vrai que tu peux t'imaginer la personne en physique devant toi et là, tu sais directement comment tu pourrais lui parler. Et c'est vrai que pour toi qui vends beaucoup en ligne, principalement, aujourd'hui, c'est important d'avoir des bases en marketing digital, de connaître les principaux outils, mine de rien, qui existent en ligne. Donc, même si, comme on disait tout à l'heure, dans 10 ans, ça va être des outils qui seront bien évidemment obsolètes. 10 ans, même avant, je pense. Même avant. En tout cas, aujourd'hui, c'est important d'avoir les bases. Ouais. Et donc, est-ce que tu as un enseignement, mis à part le persona, peut-être précis, que tu as retenu du challenge que tu voudrais nous partager? Donc, je ne sais pas, peut-être une phrase d'une des formatrices, peut-être même ce qu'un autre entrepreneur a pu dire, ou même un outil, je ne sais pas. Alors moi, de la formation, ce que j'ai principalement retenu, c'est l'importance du mailing. Moi, j'avais peut-être tendance à croire que le mail, c'était un peu désuet, un peu vieillot. Et en fait, non, on nous a expliqué que c'était même ce qui convertissait le mieux, en fait. Moi, j'étais très réseaux sociaux et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça ne nous appartient pas. Le jour où on nous ferme notre compte, c'est perdu. Et du coup, voilà, moi, je n'avais pas saisi l'importance de travailler justement sa base mail et le mailing et à quel point ça pouvait être impactant quand c'est bien fait. Et ça paraît simple comme ça, peut-être, mais quand on est vraiment en train de commencer sa newsletter ou un truc comme ça, on est là. Bon, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que le mailing, ça te permet, contrairement aux réseaux sociaux, d'entretenir une relation de proximité avec ton client. Parce que les réseaux sociaux, encore une fois, tu t'adresses à tout le monde, même si tu as ta cible plus ou moins précise, mais ça reste quand même quelque chose qui est ouvert à tous. Alors que le mail, tu arrives directement dans la boîte mail. Si quelqu'un a envie de te répondre, il peut te répondre. Et en fait, tu commences, mine de rien, à nouer une relation plus intimiste avec la personne qui va recevoir ta newsletter. Et donc, c'est pour ça aussi que ça participe à mieux convertir derrière. Oui. C'est que la personne, par exemple, si toi, tu parles de tout ton processus de fabrication, que tu dis, là, on a une traçabilité à 100%, donc déjà, ça, oui, tu peux le dire sur les réseaux sociaux, mais si tu l'écris, que tu rajoutes des petites photos, par exemple, de toi en visite à l'atelier, tu peux aussi retranscrire une petite conversation que tu as eue avec un couturier ou une couturière,
Bah, mine de rien, c'est vraiment une histoire comme un petit roman photo que tu peux faire, enfin pas que roman photo, roman imagé de A à Z que tu peux envoyer. Et bah, là, la personne, elle est directe en mode, ah bah oui, là, je peux faire confiance, quoi. Enfin, pour convaincre de A à Z, c'est plus approfondi qu'un simple post sur un réseau social, quoi. Exactement, oui, on peut aller. Et puis, enfin, comment dire, sur les réseaux, on a quand même un peu la peur de trop s'exposer. Enfin, voilà, on veut quand même se protéger. On a beau être une entreprise et tout ça, bon, mais on a quand même un peu envie de se protéger, de garder une part d'intimité, quoi, on va dire, de privé. Et je trouve que la newsletter, on peut être un peu plus ouvert, on peut se confier un petit peu plus. Enfin, par exemple, sur les réseaux, je vais pas. C'est délicat, sachant qu'il y a des gens, ce sera le premier poste qu'ils verront, de dire bon, alors là, dans la production, c'est un peu la merdouille. Voilà, ça se gère pas comme je voulais, j'ai du retard. Bon, si le premier poste qu'ils voient, ça parle de ça, ça peut rebuter. Par contre, dans une newsletter, au contraire, dire bon, là, la production, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voulait, etc. Au contraire, les gens, ils se disent ah ben oui, ils sont avec nous. Ils se sont inscrits à la newsletter, donc ils ont déjà montré un intérêt à suivre ce qui se passe pour nous, pour l'entreprise, etc. Donc on peut leur donner des infos. Enfin, une entreprise, c'est comme un humain, on va dire. Il y a des hauts, il y a des bas, comme pour tout le monde. Bon, moi, je ne vais pas les mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Ma vie, c'est la merde. Voilà, on y va sur les réseaux. Comme tout le monde le dit, hein, c'est Instagrammable. Oui, c'est tout beau, tout rose. Voilà. Sur les réseaux, je ne vais pas aller dire quand ça ne va pas. Bon, par contre, avec mon cercle d'amis proches ou plus ou moins proches, hein, oui, quand ça ne va pas, je vais le dire. Je peux le dire. Mais la newsletter, moi, je le vois un peu comme ça. On est plus ouvert à dire du bien, du mauvais, parce qu'on sait que si on envoie le mail avec les difficultés, la fois d'après, on envoie le mail avec du bon, techniquement, ils le reçoivent aussi, le mail. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'ils l'ouvrent, le recevoir, ça ne veut pas dire que c'est ouvert, mais en tout cas, on a plus de chances qu'ils voient aussi le positif. En fait, ils ont toute l'histoire. Comme tu disais, c'est une histoire. La newsletter, c'est une histoire. Donc, on peut dire les hauts, les bas, les biens, les moins bien, les échecs, les réussites, voilà. Et puis, les gens, ils sont plus enclins à le vivre avec nous. C'est plus intime. Ouais, c'est plus intime. C'est vrai que tu peux mettre en place une stratégie sur, par exemple, une dizaine de mails qui va derrière amener vers un achat. En fait, vu qu'ils sont déjà convaincus et qu'ils sont déjà inscrits, donc c'est-à-dire qu'ils sont encore plus engagés sur tes réseaux sociaux, ta stratégie, elle peut être d'autant plus pertinente et tu arriveras encore plus à les mener vers l'achat au bout de ton 10e mail. Exact. Oui, c'est une relation, en fait. Ouais, le mailing, c'est une relation. Instagram, bon, c'est une relation aussi, mais elle est plus, comment dire, je trouve plus le mot, pas éphémère ou fragile, mais voilà, Instagram, j'aime plus, je me désabonne, basta. Enfin, je veux dire, quand, bon, moi, j'ai pas 10 000 abonnés, mais quand on a 10 000 abonnés, il y a un désabonnement, on le voit même pas passer. oui. Sur le mailing, déjà, on voit, on peut voir l'adresse de la personne qui s'est désabonnée. Ça humanifie, ça humanise davantage. Et voilà, je trouve que c'est très important et c'est ce qu'on a appris justement dans la formation. Et un autre truc de la formation que je ne savais pas du tout, c'est qu'il y a des mots, il y a les mots, comment ça s'appelle, les mots à bannir. En fait, par exemple, si dans l'objet du mail, on met gratuit, cadeau, le mail, il arrive même pas. En fait, il part dans les spams 90% du temps. Il a plus de chances d'atterrir dans les spams avec gratuit. Après, ça dépend encore de la stratégie. Et le fait d'atterrir dans les spams, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de est-ce que la base d'email à la base est propre. Parce que y a plein d'entreprises qui vont acheter des listes d'emails. Est-ce que le nom de domaine aussi est propre? Parce qu'en fait, plus tu es signalé en tant que spam, plus tu es facilement mis dans les spams. Et après, oui, tu vas avoir aussi l'objet qui va pouvoir jouer dessus. Donc, c'est vrai que
un objet qui est un peu plus, qui est trop alléchant, va avoir plus et qui aura un contenu, mine de rien, qui sera totalement en décalage. Donc, c'est-à-dire que si on écrit gratuit ou cadeau dans un objet pour que le contenu du mail n'ait rien à voir ou que ce soit un petit astérisque qui te dise sous telle condition, ah bah peut-être que c'est le cas. Oui, là, on va avoir un problème de pertinence et donc le décalage sera trop gros et c'est là que tu vas risquer de tomber dans les spams. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi trouver le juste équilibre entre mettre un objet, mine de rien, qui donne envie d'ouvrir, mais ne pas non plus tomber dans le trop parce que sinon… Exactement, ouais. Puis c'est dommage d'avoir travaillé son mail et tout ça pour finir dans les spams juste parce Oui. que l'objet, il n'est pas maîtrisé. Donc voilà, c'est un des enseignements que j'en ai tiré de cette formation. D'accord, merci Colline, en tout cas, c'était très intéressant. On était très contents d'avoir eu l'opportunité de pouvoir parler avec toi. Merci. Et à très vite. À très bientôt.